partage de réflexion au sujet de la traite sexuelle des femmes migrantes aujourd'hui. La première partie, il y a 2 semaines, on a déjà abordé des questions, certaines questions théoriques, certains points liés à l'analyse politique, des notions clés, la définition, d'où vient le besoin de ce projet, des composantes de la traite, des barrières existantes dans la défense des droits des femmes migrantes survivantes de la traite. Nous avons abordé également la fois passée d'où vient l'importance de reconnaître la traite dans le vécu d'une femme migrante et comment ça peut aider la femme et comment une intervenante bien outillée au niveau de l'identification pourrait mieux aider. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas un outil final, est un outil en construction. Je viens t'envoyer, Chantal, par courriel l'outil même. Alors, tu peux le partager, le document PDF avec les participants d'aujourd'hui. Ce n'est pas un outil final parce qu'il est bonifié à chaque rencontre de consultation et partage. Alors, c'est pour ça que vos commentaires aujourd'hui sont tellement précieux pour moi parce que ça m'aidera à bonifier, à modifier, à apporter d'autres réflexions que peut-être en CDI, on ne les a pas remarquées. Ce n'est pas un test. L'outil qu'on a créé, ce n'est pas une liste à cocher, ce n'est pas un questionnaire. Il est fortement déconseillé de l'utiliser comme questionnaire. J'ai consulté plusieurs documents qui portent sur l'identification des survivants de la traite et dans tous les pays, il est fortement recommandé à ne pas avoir un support papier au niveau des questions posées aux femmes. Ça peut rendre la situation très inconfortable et insécuritaire, mais c'est plus au niveau de la rencontre, vous pouvez plus lire dans le guide que j'ai partagé. Alors, vous pouvez l'avoir à travers l'Espace Vie, à travers Chantal. Il y a plusieurs facilitateurs de la rencontre. Je ne vais pas m'arrêter sur ça aujourd'hui parce que ça tient plus sur l'intervention. Vous pouvez les consulter dans le guide. Ça va aider beaucoup à bien accommoder la femme, à créer une atmosphère chaleureuse et confortable et sécuritaire. La sécurité avant tout, et ce que l'intervenante comprend par la sécurité ne correspond pas toujours à la structure de la sécurité de la femme. C'est important de comprendre que les femmes qui ont vécu des situations de traite peuvent vivre des situations d'insécurité là où l'intervenante ne peut pas y penser. Alors, tout élément est important et c'est toujours important à vérifier le degré de confort. Le degré de confort avec des questions, le degré de confort avec votre espace physique, le bureau, le degré de confort avec tout élément qui se passe durant la rencontre, le non-verbal est tellement important. Ce que cet outil représente, c'est plutôt des pistes d'exploration. Ça ne va pas donner un résultat quantitatif. Alors, on ne peut pas dire si vous avez coché 10 de 15, ça veut dire que oui, ça la traite. Non, la vie humaine ne fonctionne comme ça, l'être humain ne fonctionne comme ça. C'est plus des pistes d'exploration pour aider les intervenantes à mieux comprendre le vécu de la traite. C'est plus des questions, des thèmes, des sujets abordés lors des rencontres d'évaluation qui peuvent vous aider à faire un lien entre la traite et l'histoire particulière de cette femme et qui vous aide à reconnaître le continuum de violence et d'exploitation dans la vie des femmes que vous rencontrez. Le présent outil a été créé à partir des... je pense qu'on n'a pas le bon PowerPoint, Chantal. C'est la partie 1. Allô? Est-ce que tu m'entends, Chantal? Oui, je t'entends. Je suis en train de chercher le bon. Partie 2. C'est le bon. Merci beaucoup. Alors, Je t'en prie. Je m'excuse. l'outil en construction que je vais vous présenter aujourd'hui a été créé à partir des
des histoires de vie des femmes que nous avons rencontrées en CDI à partir de plusieurs focus group qui ont eu lieu au Canada et ailleurs dans d'autres pays, des réflexions avec des groupes partenaires qui sont impliqués pour combattre la traite. Mais peut-être que le contenu ou ce que nous avons saisi comme particularité, comme spécificité de la traite dans le vécu des femmes migrantes ne correspond pas dans ce que vous observez avec les femmes que vous rencontrez dans vos organismes. Alors, c'est pour ça que vos commentaires et vos réflexions sont tellement importantes, encore une fois. Le visage de la traite peut être très différent. Et ce que je veux saisir, c'est surtout ces différences et ces particularités qui, tout ensemble, créent ce phénomène d'exploitation sexuelle des femmes. Et je suis là pour partager les observations, mais aussi pour accueillir vos expériences aujourd'hui. Dans 6 mois, je vous propose de faire un retour sur comment l'outil a pu être utile dans votre travail, si ça a été utile, si vous avez pu vous inspirer et à quel niveau, et si ça correspond ou non nécessairement aux réalités ou aux vécus que vous rencontrez dans vos organismes. Voilà. Avant de Avant d'explorer les éléments de la traite ou les composantes de la traite selon les définitions existantes, il est tellement important à ne pas regarder la traite comme un événement séparé ou un événement isolé dans le vécu d'une femme. La traite est rarement, ou presque jamais, en tout cas dans ce que nous avons observé, un événement séparé. Alors, il y a des éléments préalables à l'exploitation sexuelle dans la vie des femmes que vous pouvez saisir en explorant certains éléments. Vous avez ici quelques questions qui vous aident à explorer ces éléments préalables dans l'exploitation sexuelle. Je vais faire plus un résumé de ce que nous avons saisi comme réalité possible qui font en sorte qu'au niveau social, au niveau familial, au niveau d'oppression, de rapport de pouvoir, il y a des événements dans la vie d'une femme, d'une jeune fille, d'une fillette qui s'arrangent en sorte que il y a une fragilité qui favorise l'exploitation sexuelle par la suite ou autre type d'exploitation. La pauvreté, d'abord, la pauvreté comme forme de contrainte qui touche particulièrement les femmes dans les conditions d'inégalité économique et de société patriarcale. Le continuum des violences dans la vie des femmes, maltraitance, mutilation, abus sexuels pendant l'enfance, viol, attouchement, harcèlement, violence conjugale, autres formes de violence sexospécifique. Il n'est pas rare que avant la traite, l'inceste est vécu dans la vie familiale d'une fille. Il n'est pas rare que l'abus physique précède l'exploitation sexuelle. Il n'est pas rare que la violence conjugale précède l'exploitation sexuelle. Les femmes nous parlent souvent de situations où, pour sortir d'une situation horrible de violence, il y avait la sortie dans une autre forme de violence, dans l'exploitation sexuelle. Et pour sortir de l'exploitation sexuelle, il y avait une autre forme d'exploitation qui est venue par la suite. Alors, c'est des facteurs de maintien qui créent un cercle un cercle vicieux, un cercle qui n'a pas de début et de fin. Autre forme d'exploitation dans un contexte de traite de travail, d'un travail à conditions précaires, de servitude ou vécu préalable dans l'industrie du sexe. Je me rappelle entre autres le vécu d'une jeune fille que j'ai rencontrée récemment qui a commencé à l'âge de 8 ans à être exploitée dans une famille pour la servitude. Cette fille, pendant des années, rêvait de sortir de cette famille, d'être sauvée de cette famille. Le sauvetage se présentait dans la personne d'un proxénète qui se présentait comme amoureux, comme bienveillant, le scénario que vous connaissez bien. Et par la suite, la fille se retrouvait exploitée sexuellement en Italie. Pour sortir de cette exploitation en Italie, la prostitution de rue, elle a fait appel à d'autres personnes qui l'ont aidée à partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle se retrouvait exploitée dans son travail
dans une compagnie très reconnue d'emballage de fruits et de légumes. Et pendant cette exploitation de son travail, avec des conditions de travail horribles, sans être payé, il y avait des épisodes de prostitution aussi pour gagner de l'argent, pour s'en sortir de l'exploitation du travail. Alors, on voit comment la traite de différents visages peut s'entrecroiser dans la vie d'une femme et peut se présenter dans un continuum, dans des visages différents, mais très similaires en même temps. Le statut d'immigration précaire est aussi un autre élément préalable à l'exploitation et toutes les vulnérabilités qui sont associées au manque de protection associées aux différents statuts. Par exemple, les femmes qui se font refuser de leur demande d'asile par la Commission de l'immigration du statut de réfugié se retrouvent dans une situation de risque de déportation, dans une situation de vulnérabilité énorme car presque aucune protection n'est pas en place. Alors, il n'y a pas une possibilité de porter plainte, il n'y a pas une possibilité d'avoir la protection, d'avoir une justice en cas de traite et en cas de toute violence, en fait, de violence sexuelle, en cas de danger que cette femme peut vivre au Canada. La vie dans les zones géographiques particulièrement à risque aussi pourrait être un élément préalable à l'exploitation, qui pourrait varier de l'isolation rurale aux villes très populaires pour le tourisme sexuel. Alors, un des éléments où habiter la femme dans son pays d'origine, quel milieu de vie de la femme, quel village ou ville, campagne, grande ville, quel milieu socioculturel, c'est important à explorer. Car en vous informant un peu plus sur la réalité de cette ville, village, campagne, vous pouvez avoir plus d'informations sur les risques existants. Autre réalité dans la vie des femmes, conséquences des oppressions multiples comme l'accès limité à l'éducation, l'abus de drogue et d'alcool présent dans la réalité familiale, la violence contre la communauté de la femme comme dans le cas des communautés autochtones. Autres éléments sont à explorer pendant cette période préalable où ce n'est pas encore la traite même qui est abordée, mais plus la réalité que la femme vit. Par exemple, les enjeux politiques dans le pays d'origine de la femme. C'est important aussi comme intervenante de s'informer quels sont les enjeux politiques. Pas l'année passée, il y a 2 ans, on a reçu comme CV beaucoup de femmes burundaises qui venaient du Burundi, notamment pendant la crise politique liée aux 3e élections présidentielles et tous les conflits militaires qui étaient présents dans le pays. Alors, des événements comme ça peuvent beaucoup favoriser l'exploitation des femmes. Les femmes se retrouvent comme bouc émissaires de guerre. Contexte de guerre, tensions politiques, génocide, violence ethnique. J'ai mentionné déjà en bref les éléments préalables, mais dans l'outil même, vous pouvez explorer un peu plus. Vous avez plusieurs pistes qui vont vous aider à explorer quels sont les éléments qui ont déjà été en place pour favoriser. Explorer les éléments préalables à l'exploitation aide aussi les intervenantes à partager avec les femmes tout ce qui était mis en place par la société, par le patriarcat, afin de favoriser l'exploitation de la femme. Ça aide aussi à faire un travail pour déculpabiliser, pour travailler ce mythe et pour travailler cette blâme qui est tellement présente dans le discours social, la blâme liée au choix. Alors, ça peut aussi vous aider à avoir une discussion qui aide la femme à comprendre que la réalité d'avant l'exploitation n'était pas une réalité qui favorisait à avoir le choix. On passe à l'outil même. Dans le guide que vous allez recevoir, il y a une petite fiche introductive avec certaines informations de base à recueillir concernant la réalité présente de la femme. S'il s'agit d'une femme immigrante qui est en contexte d'immigration, il est important d'avoir des informations comme le nom de l'avocat d'immigration, un peu l'information qui l'héberge, qui est travailleuse sociale, médecin, pour savoir quel est le réseau de cette femme et si la femme est appuyée et si elle a accès à un support quelconque.
Le recrutement. En explorant le parcours migratoire de la femme, son histoire ou sa situation actuelle, certains indicateurs peuvent vous montrer au fait qu'il y a eu le recrutement, qu'il y a eu tout un scénario pour l'amener dans la traite. Il n'est pas obligatoire que l'histoire du vécu de la femme corresponde à tous les éléments de l'acte ou de tous les éléments du recrutement. Mais déjà, certains signes peuvent parler qu'il y avait des scénarios planifiés qui étaient mis en place pour amener la femme dans l'exploitation sexuelle. Vous avez ici des questions qui vont vous aider à explorer cela. Qui était la personne qui lui a parlé la première fois? Souvent, ce sont des personnes proches. Souvent, des personnes qui font partie du réseau de confiance de la femme sont utilisées pour convaincre la femme parce que la femme va les croire. Des oncles, des tantes, des voisins, des amis, des collègues d'école, des personnes recommandées par d'autres personnes de confiance. Alors, c'est souvent quelqu'un qui fait partie d'un cercle assez intime ou un cercle de confiance. Est-ce que la femme avait un lien affectif de confiance avec cette personne? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en possession de son argent ou de ses documents? La possession des documents est souvent un des éléments qu'on rencontre souvent dans les histoires de traite. Quand une personne enlève les documents ou pas nécessairement l'enlève, mais peut dire ça va être plus en sécurité, tu vas les perdre, si tu vas le garder dans ton sac, avec moi, ça sera plus en sécurité. Si la police qui nous rencontre, c'est mieux que tu n'ailles pas avec toi des documents, c'est mieux que c'est moi qui fais le lien avec la police. Toute forme de justification sont employées pour avoir plus de contrôle sur la femme. Les liens de confiance sont utilisés pour amener la femme dans l'exploitation. Au moment du recrutement, souvent la femme se fait des promesses très attirantes. Et des scénarios trompeurs et planifiés sont mis en place pour l'attirer dans l'exploitation. Le recruteur peut agir en tant que passeur dans le cas de traite internationale, mais pas nécessairement dans tous les cas. Le recruteur peut avoir peur d'être le passeur, peut avoir peur d'être l'exploiteur, mais souvent c'est des personnes très différentes. Dans d'autres cas, on voit que c'est la même personne qui fait tout le parcours avec la femme. Dans des scénarios trompeurs, ce que nous avons remarqué, c'est des promesses comme tu vas arriver dans un autre pays, tu vas pouvoir faire tes études, tu vas pouvoir travailler, tu vas faire du babysitting dans une famille, tu vas travailler comme danseuse, sans mentionner que c'est danseuse nue. Tu vas faire du massage sans mentionner que c'est le massage érotique qui implique des relations sexuelles. Que tu vas te marier avec quelqu'un qui est quelqu'un qui est un bon gars, le mythe du bon prince. Et souvent, la femme peut être en couple, en relation de dépendance avec la personne qui est impliquée dans le recrutement. Il y a d'autres promesses, des promesses à travers des sites d'annonces d'Internet ou des agences d'emploi, agences d'escorte. Il y a des promesses qui sont liées à la situation économique, qui sont liées à l'argent, mais il y a aussi d'autres promesses qui peuvent venir chercher la femme au niveau de sa bonne volonté, de sa bonne intention. Par exemple, des femmes nous ont partagé ont dû quitter le pays en tant que bénévoles parce que la cause leur tenait à cœur. Et même en tant que bénévoles, dans des organismes qui étaient reconnus comme organismes de recrutement de bénévoles, mais ils sont retrouvés dans des situations d'exploitation. Dans d'autres cas, l'exploitation peut s'organiser dans des camps de réfugiés, ou même des employés des organismes internationaux peuvent être les exploiteurs. Alors, les situations sont tellement diverses, mais ce qui est important, c'est quand la femme se rend compte que ce qui a été dit pendant le recrutement, ça a été des fausses promesses, que il y a le sentiment de déception.
Le transport, on a souvent ce mythe que le transport doit être à longue distance d'un pays à l'autre. Oui, dans le cas de la traite internationale, le transport se passe effectivement d'un pays dans l'autre, mais une femme immigrante peut venir au Canada avec des actes en réel. Le transport international n'est pas fait avec l'intention de l'exploitation, mais à l'intérieur du pays de destination, le transport peut se faire local pour l'exploiter ici dans le pays de destination. Alors, c'est pas un élément, la distance n'est pas un élément important. Ça peut se faire à grande distance comme à une distance non significative, mais le déplacement est souvent fait pour répondre aux besoins des clients. La femme est déplacée au lieu où c'est facile pour le client. La femme est déplacée pour que ça soit facile de la contrôler. La femme est déplacée, par exemple, d'une région à l'autre ou d'un quartier à l'autre pour qu'elle soit déstabilisée par ce déplacement. C'est un élément de contrôle qui permet à l'exploiteur de fragiliser, de déstabiliser et d'avoir plus de contrôle et plus d'emprise. La femme peut être exploitée dans son propre domicile sans être déplacée. C'est pas et c'est pas un élément obligatoire qu'on nomme la traite. Dans le cadre de la traite internationale, le déplacement pourrait être organisé tant de façon légale que de façon irrégulière. C'est pas les faux documents qui représentent nécessairement l'indicateur de la traite. Des fois, les faux documents servent pour sauver la vie d'une personne. Pour la migration irrégulière en cas de demandeur d'asile, mais en cas de traite, on peut voir les femmes qui viennent avec des documents très légaux en tant qu'étudiante, avec un visa de visiteur, avec d'autres formes de visa, mais l'exploitation se passe quand même. Il y a l'élément de lien de confiance et du lien qui se garde avec le passeur après que la femme arrive au lieu de destination. Déjà exploré ça la fois passée, mais ici, c'est vraiment un élément qui peut nous donner certains indicateurs qu'il y a eu autre but que le déplacement d'arriver au Canada dans ce voyage international qui a eu lieu. Ma femme a dû voyager beaucoup avant d'arriver au Canada et plusieurs pays font partie de son parcours pour arriver au Canada. Même un pays avec une durée qui n'est pas très significative pour la transition. Il est important d'explorer aussi qui a payé les prix de voyage et qui s'est occupé de l'achat de billets, de l'obtention de visas. J'ai entendu des femmes dire que l'exploiteur s'est occupé de tout. Il a acheté des billets, qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il a rempli dans le formulaire de demande de visa, qu'est-ce qu'il a été écrit. Bon, elle ne savait pas son passeport était à quel nom, est-ce que c'était un vrai passeport ou un faux passeport, car elle n'a eu jamais accès à ce passeport, elle ne l'a jamais vu. Le transfert, dans le cas de transfert, c'est un élément crucial où la femme a l'impression de perdre la liberté. C'est un événement particulièrement significatif pour la perte de la liberté. C'est en ce moment que la femme est transférée à une tierce personne, que la personne qui l'a recrutée, la personne qui a fait le passage, elle passe dans les mains de celui qui va exploiter, qui va être l'agent de l'exploitation même. La femme exprime d'avoir été vendue, donnée, transférée en possession d'une autre personne. Dans le cas de mariage forcé, les femmes vont souvent dire que le jour du mariage, elles ont été informées qu'elles vont marier un homme et qu'ils ont été déplacés dans le domicile de cet homme et qu'il y a eu un transfert symbolique où il y a eu un échange de biens ou un échange des boissons alcooliques ou des boissons non alcooliques. Et la femme a senti qu'elle part d'une possession de quelqu'un dans la possession d'un autre. Alors, c'est ce moment qui représente la perte de la liberté. Quelles sont les modalités de l'organisation de ces transactions? Est-ce que la femme a un sentiment d'appartenir à quelqu'un ou d'être la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes?
un sentiment qu'une personne a des droits sur elle, que si elle ne va pas se soumettre à la volonté de cette personne, qu'il va avoir des conséquences, qu'il va avoir quelque chose de grave qui va se passer. La femme peut avoir une énorme crainte, une méfiance face à des questions sur son parcours migratoire. Si vous demandez quelque chose de comment ça a été organisé le voyage, vous pouvez voir que c'est un inconfort de répondre et que la femme évite de répondre à ces questions. Euh, il y a d'autres éléments à explorer, par exemple l'impression que certaines personnes ont obtenu des bénéfices suite à ce transfert ou suite à un mariage. Ce n'est pas toujours des bénéfices matériels, ce n'est pas toujours de l'argent, un transfert monétaire. Ça peut être des bénéfices moraux, ça peut être un avancement quelconque ou un bénéfice lié au statut ou lié à une rente régulière ou liée aux frais de scolarité de ses frères et sœurs. Mais il y a eu un transfert. Il fallait faire ce mariage parce que ça convenait à quelqu'un. Hébergement ou accueil. Dans le cas de l'hébergement, la femme peut partager qu'elle avait l'impression ou qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir quitter la personne qui l'héberge ou le lieu de son travail ou le lieu où elle habite, qu'elle a peur de quitter. Le domicile conjugal peut servir d'hébergement pour la traite sexuelle. Souvent, la femme exprime de ne pas avoir le choix que de rester là où elle est hébergée. Héberger une personne afin de l'exploiter permet à l'exploiteur de détenir le plus de contrôle sur la femme. L'hébergement comme le déplacement représentent des éléments pour détenir du contrôle sur une autre personne. C'est comme la séquestration. Les conditions précaires de l'hébergement sont souvent mentionnées par les femmes. Les femmes pourraient être hébergées chez elles ou être transportées au lieu d'exploitation. Mais il y a toujours quelqu'un qui détient un contrôle sur cet hébergement. La femme peut dire qu'elle a des dettes d'ordre matériel ou moral envers les personnes qui l'hébergent. Ça peut être des proches de la famille, ça peut être des connaissances, des amis, un employeur, un conjoint, autre personne. Je me rappelle entre autres une jeune fille qui disait je ne peux pas quitter la maison où je suis parce que je dois être très reconnaissante parce qu'ils m'ont hébergée dans ce nouveau pays. Mais dans cette maison, la femme était obligée à faire beaucoup de tâches domestiques. Elle ne pouvait pas manger à la même table avec la famille et elle était harcelée constamment sexuellement par les messieurs de la famille. Et la femme sentait que la dette qui est liée à cet hébergement est beaucoup plus est une dette morale, qu'elle doit travailler, qu'elle doit servir et que partir de cette famille, ça va être un acte de méchanceté, d'ingratitude. Alors, il est important d'explorer quels sont les sentiments que la femme vit, pourquoi ces sentiments sont apparus, qu'est-ce qu'elle a entendu comme commentaire, qui lui a dit quoi. Méconnaissance de son environnement, ne peut pas se déplacer seule. Les contacts peuvent être très limités avec des amis, avec des membres de famille, même interdiction de contacter des membres de famille. La femme veut manger des restants ou ne mange pas avec les autres, a faim ou semble être mal nourrie, ou au contraire et, au contraire peut avoir une image extérieure qui a été comment l'expliquer, qui a été faite par l'exploiteur pour que la femme soit mieux vendue. Il y a des femmes qui me parlent que l'exploiteur l'a amenée pour faire des tatouages sur le visage, pour être amenée au salon de massage ou aux salles sportives pour qu'elle soit bien en forme et pour que son image corporelle corresponde aux attentes des clients. Ne peut pas quitter et retourner vers son lieu de résidence ou son employeur selon ses besoins, doit demander permission, doit être accompagné ou doit sortir en cachette. Il n'y a pas une liberté de se déplacer. Présence d'une personne qui s'occupe de tout pour elle. Voyage, déplacement, achète tout ce qu'elle a besoin, l'hébergement. Elle n'a pas accès aux argent. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout. Les moyens ou comment tout est organisé face à la
la deuxième étape ou deuxième composante de la traite. Vous vous rappelez le schéma de la fois passée, on a eu les 3 colonnes, alors on est à la deuxième colonne. Les menaces de recours. Même si, avant d'entrer dans les questions, même si les menaces sont non fondées, la femme peut avoir des raisons pour y croire. La crainte des conséquences pour elle ou les membres de sa famille est l'indicateur principal des menaces. En tant qu'intervenante, ce n'est pas tant l'importance d'explorer si ces menaces sont réalisables, mais plus la crainte que la femme vit par rapport à ces menaces. Par exemple, crainte pour son statut d'immigration, si elle quitte la situation d'exploitation, ou son amoureux, ou les personnes qui l'hébergent, ou le mari, peu importe. Si la femme dit, si je fais ça, je vais être déportée, c'est souvent une crainte qui est non fondée. Mais l'exploiteur peut dire, moi j'ai des liens avec l'immigration, moi je vais te dénoncer, moi je vais faire en sorte que tu seras déporté. Souvent ça peut être vrai parce que, par exemple, dans le cas de résidence permanente conditionnelle, c'est vrai que c'est lui qui a fait le parrainage peut avoir ce pouvoir et on a déjà rencontré des cas où les femmes étaient en risque de déportation. Mais des fois, ce sont des menaces qui sont utilisées par l'exploiteur pour faire peur aux femmes. Et pour les agresseurs, s'il connaît que la femme a un statut précaire, il peut utiliser beaucoup le statut d'immigration pour faire peur et c'est vrai que ça fait très peur. Alors, d'autres menaces qui peuvent maintenir la femme dans l'exploitation, sur la possibilité de perdre le statut, je l'ai déjà mentionné, d'être déportée, d'être dénoncée aux autorités, sur des vengeances possibles sur les membres de sa famille, menaces d'agression, qui est la personne qui fait les menaces? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Souvent, quand la femme est au Canada, exploitée au Canada, l'exploiteur a des liens avec d'autres personnes dans le pays d'origine de la femme. Et la femme peut avoir très peur pour des membres de sa famille. Les sœurs, les enfants de cette femme sont extrêmement à risque. J'ai déjà rencontré des femmes qui, en sortant d'une situation d'exploitation, des femmes qui ont réussi à quitter l'agresseur, qui ont réussi avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à sauver leur vie, se retrouver au Canada et peu de temps après, la sœur cadette a commencé à être exploitée comme vengeance parce qu'ils ont perdu la femme qui était exploitée, la marchandise dans les yeux de l'exploiteur. Alors, ce sont des menaces qui peuvent être non fondées, mais qui sont des menaces, ça peut être des menaces très réelles et très dangereuses. Ça peut être un danger de vie pour elle, pour ses proches. Restriction, par exemple, de communiquer avec sa famille, crainte des conséquences si elle fait quelque chose de mauvais dans les yeux de l'exploiteur, des règles à suivre et conséquences, et des punitions face à ces règles, la colère de la part de l'exploiteur, le non-suivi des règles. Par rapport à la colère, c'est important d'explorer un peu plus comment la femme comprend cette colère. Par exemple, je vais donner un exemple. La femme dit, si je fais telle chose, il va parler. Ok, il va parler, mais qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler beaucoup. Qu'est-ce qu'il va parler beaucoup? De quoi il va parler beaucoup? Et quand on explore un peu plus, on se rend compte que dans parler, ça veut dire qu'il va beaucoup la blesser, il va l'humilier, il va utiliser des mots très sales pour la nommer de toutes les façons, qui va avoir de la violence physique. Alors, dans un mot, peut avoir beaucoup de contenu de menaces et qui peut avoir beaucoup de dangers. La femme a peur d'être punie si elle fait quelque chose de mauvais. La femme a vécu le chantage de la part de certaines personnes, le recours à la force. Avant d'explorer le recours à la force, c'est souvent un élément qui est vu comme un élément central dans la traite, alors que ce n'est pas toujours le cas. Oui, il y a des cas où il y a le recours à la force et ça peut être très cruel, mais l'absence du recours à la force physique comme tel n'est pas un indicateur d'absence de la traite ou de l'absence de l'exploitation en aucun cas.
et ce n'est pas un élément obligatoire dans le cas de la traite. Les mots que la femme emploie pour décrire la violence physique peuvent ne pas correspondre au lexique des intervenants. Encore une fois, il est important de comprendre la signification pour la femme de l'acte violent posé contre la femme. Certaines personnes ont forcé la femme à obéir à un mariage. Ça peut être coutumier, religieux, civil, union de fait. Quelle forme de violence la femme a vécue dans le cadre d'un mariage forcé? Ça peut être psychologique, sexuel, physique, économique. De la part de qui? Ça peut être le mari, mais ça peut être aussi autres hommes, ça peut être des amis du mari, ça peut être d'autres membres de famille, autres personnes de la constellation familiale qui se croient en droit d'utiliser la force contre la femme. Des tentatives de fuir l'exploitation qui sont soldées avec un retour forcé ou à l'aide de menaces. Les femmes nous partagent des fois qu'elles ont essayé de quitter la situation, elles ont essayé de demander l'aide à leur famille élargie, à d'autres personnes, et la réponse a été non, tu dois retourner, tu appartiens maintenant à cette personne. Présence de signes de torture, de problèmes de santé physique ou mentale peuvent être des indicateurs qu'il y a eu recours à la force. La contrainte. La contrainte psychologique peut avoir autant d'importance que la contrainte physique. Le continuum de violence et d'exploitation dans le vécu de la femme représente souvent des facteurs favorisant la contrainte. Alors, déjà, les éléments qu'on a explorés, les éléments préalables à l'exploitation, ça représente des indicateurs importants de la contrainte pré-exploitation. On ne peut pas dire que la femme qui vit une situation d'extrême pauvreté n'est pas dans une situation de contrainte. Bien évidemment que ça représente une contrainte. Avoir une dette envers quelqu'un, avoir des pressions concrètes pour retourner une dette et pour la retourner de quelle façon, ça représente une contrainte importante. La pression psychologique, le contrôle des déplacements, surveiller une femme, la contrôler à l'aide de géolocalisation, à l'aide de son cellulaire, ça représente des contraintes importantes. Interdiction de contacter des organismes, de faire des appels. Quelle autre interdiction, ça représente des contraintes importantes. Le contrôle de l'exploiteur représente souvent l'élément principal de la contrainte. La femme est arrivée avec un type de visa, mais elle est obligée de briser les conditions de son visa. C'est un élément de contrainte important. Contact téléphonique constant avec d'autres personnes. J'ai déjà rencontré des femmes qui ne pouvaient pas se déconnecter du cellulaire et disaient qu'elles doivent constamment répondre à des personnes où elles se trouvent et que le cellulaire est géolocalisé, qu'il y a quelqu'un qui l'observe tout le temps. Et on a dû faire appel à des personnes qui ont dû désinstaller certains programmes dans ce cellulaire pour que cette surveillance constante arrête, pour que la femme puisse partir dans une maison d'hébergement pour la sécurité. Impression, on a déjà exploré la dette, les craintes pour la famille. Des croyances coutumières représentent un danger pour elle. Par exemple, en cas de non-obéissance à un mariage ou à la volonté des personnes en position d'autorité, la femme peut dire que j'ai peur qu'il va y avoir des éléments de sorcellerie qui vont se passer ou qu'il va se faire quelque chose contre elle au niveau paranormal. Ici, encore une fois, comme dans le cas de menace, la crainte subjective de la femme est importante. Ça peut être une personne qui a une position d'autorité tellement importante dans la vie d'une femme que ces craintes qui ne font pas du sens pour l'intervenant, par exemple, font beaucoup de sens et amènent beaucoup de peur dans le vécu de cette femme. Alors, ça peut être une barrière assez significative pour quitter la situation d'exploitation. L'enlèvement, la pression d'avoir été kidnappée ou forcée. Mais dans le cas de l'enlèvement, souvent la femme ne peut pas avoir, n'a pas toujours la conscience d'avoir vécu un enlèvement en raison des scénarios trompeurs qui ont été utilisés par l'exploiteur. Par exemple, des femmes qui sont déplacées d'un point A à un point B dans des voitures blindées où ils ne savent pas le trajet, où on leur dit qu'ils vont aller à une certaine destination. Alors,
c'est assez difficile de saisir souvent l'enlèvement. La femme peut être mentie en ce qui concerne le lieu de destination, les stratégies utilisées pour sortir de la situation d'exploitation sont plus importantes à explorer. Si la femme doit fuir, si la femme doit demander l'aide de quelqu'un pour sortir d'un milieu, si la femme attend d'être libérée par quelqu'un, c'est dans ça qu'on peut comprendre qu'il y a eu enlèvement ou il y a eu séquestration. La fraude, en explorant la fraude, il est important aussi de comprendre que la femme n'a pas toujours la conscience que ces documents ont été obtenus de façon frauduleuse, mais aussi qu'elle peut collaborer à la fraude par crainte que ils lui ont dit que ça va sauver sa vie. Alors, ça peut être une décision très consciente pour sauver la vie ou pour sauver la vie de ses proches que mène à la situation d'exploitation. La femme a payé de l'argent pour arriver au Canada ou à autre pays ou pour organiser ses documents de voyage à une personne en particulier. Elle a été obligée ou conseillée de mentir sur le parcours migratoire. Qu'est-ce qui a dû être caché? Par crainte de quoi? Qui a obligé la femme ou a conseillé la femme de mentir? Des fois, ça peut être des passeurs qui ont un rôle très limité juste pour passer la frontière et ce n'est pas un but d'exploitation, mais des fois, le passeur est aussi celui qui va exploiter ou va faire ce transfert à une autre personne qui va exploiter la femme. Alors, la fraude peut être un élément important. Obligation au conseil de mentir sur d'autres aspects de sa vie. La nature de ses activités, ses déplacements, ses documents, son lien avec certaines personnes. Si oui, quelle est la crainte? La femme avait peur de quoi? La tromperie, c'est un peu dans le même scénario. En explorant la tromperie, le leurre, la monétisation, le mythe de l'argent facile, les fausses promesses font partie du scénario trompeur. L'illusion d'une relation amoureuse également fait partie de la tromperie. Une relation amoureuse, une relation de couple est souvent utilisée par les exploiteurs. Le sentiment de déception du pays de destination, de la relation de couple, du travail, est un indicateur de base de la tromperie. Je m'attendais à quelque chose, quand je suis arrivée, c'était pas ça. Ça peut être un scénario assez souvent exprimé par les femmes migrantes. Peur de quitter la situation d'exploitation à cause des craintes, arrestation, déportation, perte de statut. La femme dit avoir l'obligation de payer les dettes de la personne qui l'exploite, ou d'avoir des dettes financières ou morales envers cette personne. Alors, je me rappelle entre autres la jeune fille qui disait que la personne qui l'a amenée au Canada a dit qu'elle a dépensé pour les billets d'avion et pour les documents qu'elle a dépensé 2000 $. Et qu'elle doit travailler pour lui rembourser les 2000 $. Et la fille travaillait 12 heures par jour, 7 jours par semaine dans un salon de coiffure pour tresser pendant un an. Et la personne lui répondait toujours non, tu n'as pas gagné les 2000 $. Et elle pouvait continuer à travailler jusqu'à l'infini, mais les 2000 $ n'arrivaient pas à combler. Il y a la déception sur la relation, il y a des promesses, des bénéfices de la part de certaines personnes, mariage, adoption, réunification familiale, accès à des opportunités, études, possibilité d'avoir de l'argent, cadeaux, faveurs ou autre chose. Abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité. On peut, à cet élément, on peut par erreur penser que la personne doit nécessairement être en position d'autorité par rapport à la femme. Mais ce n'est pas nécessairement la position d'autorité, mais le fait que l'exploiteur peut faire croire à la femme qu'il pourrait avoir une influence sur sa sécurité ou statut ou autre. Alors l'exploiteur peut faire croire à la femme qu'il a un statut d'autorité. Par exemple, de dire que j'ai un ami qui travaille à l'immigration qui va tout faire pour moi. Ou de dire que mon ami ou toute la police, c'est mes connaissances. Alors là, la femme peut croire dans ces affirmations quand c'est une personne qui a beaucoup d'emprise sur sa sécurité et sur sa vie.
toute personne ayant une fonction de pouvoir, comme avocat, avocat criminel, avocat d'immigration, policier, militaire, médecin, autres personnes qui abusent de ces privilèges afin d'exploiter la personne. Offre ou acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement de personnes ayant autorité sur une autre offrant d'exploitation. Les proxénètes décident et gèrent le flux de clients et les paiements pour les services sexuels. C'est eux qui donnent le consentement, c'est eux qui vont faire le lien avec le client. Alors, c'est clair que cette partie est très présente dans la prostitution, dans la prostitution de rue ou autre forme de prostitution. Dans le cas de mariage forcé, des membres influents de la famille décident de conclure l'union de la femme avec une personne et leur choix. Dans le cas d'exploitation en relation de couple, le conjoint pourrait avoir le rôle de proxénète. La femme explique qu'elle ne pouvait pas quitter la situation d'exploitation car il y avait d'autres personnes qui avaient des bénéfices et qu'elle était très reliée, qu'elle avait des dettes morales, des dettes matérielles envers cette personne. Dans quel but? Alors, c'est l'exploitation de la prostitution en premier. L'exploitation de la prostitution sur toutes ses formes. Ça peut être prostitution des rues, ça peut être des services d'escorte, le massage érotique, les services de domination et de soumission, la danse nue, le téléphone érotique commercial, la pornographie, toute exploitation de la sexualité de la femme. La femme est au service sexuel d'autrui. L'obligation est imposée par différents moyens qu'on a déjà explorés, d'entretenir des rapports sexuels avec un ou plusieurs hommes en échange d'argent ou en échange d'autres bénéfices. D'autres formes d'exploitation sexuelle, ça peut être le mariage sans consentement, religieux, coutumier, civil ou entente entre des membres de famille. Le mariage d'un jour est souvent connu dans beaucoup de pays où la femme, en fait, c'est une forme de prostitution, bien sûr, mais la femme dit qu'elle est mariée un jour avec un homme. Présence d'exploitation dans le cadre du mariage, avec ou sans consentement, peu importe. Servitude sexuelle, gardiennage. Présence d'une personne ou d'un réseau exerçant l'exploitation. Ça peut être le mari, ça peut être autre homme, ça peut être des amis du mari, ça peut être autre membre de la famille. En position d'entretenir des rapports sexuels avec un ou plusieurs hommes en échange d'argent ou d'autres bénéfices dans le cadre de mariage ou non. Consentement en union obtenu à l'aide de l'abus d'autorité, vulnérabilité, tromperie, fraude, menace, autres moyens. Exploitation sexuelle non commerciale d'une femme par une personne en position de pouvoir ou d'autorité. Ça peut être aussi exploitation sexuelle d'une femme dans un contexte de guerre, par exemple dans un camp de militaire ou autre contexte militaire. La femme peut aussi vivre l'exploitation dans un contexte politique ou légal tendu ou dangereux en échange de la liberté ou d'une pseudo-sécurité. Par exemple, quand une femme, pour être sauvée de la persécution des personnes qui voulaient la tuer, car elle a témoigné un crime, elle a dû accepter le viol d'une personne qui lui a fait un passage de frontière. J'emploie des mots qui ne viennent pas ensemble, mais la femme a été exploitée par cette personne pour l'aider à sauver sa vie. C'est horrible comme choix aussi. Alors, voilà, je suis arrivée à la fin des pistes à explorer. Il y a certaines choses qu'on n'a pas réussi à regarder plus en profondeur. Avez-vous des questions, avez-vous des commentaires, mesdames? Avez-vous des suggestions par rapport au contenu de cette piste à explorer? Pensez-vous qu'il y a d'autres choses à ajouter? Pensez-vous qu'il y a des aspects qu'on n'a pas touchés en allant voir ce document? Est-ce que ça peut être aidant? Est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça peut vous servir à quelque chose? Merci beaucoup, Nadia. Puis, bon, vous savez déjà la formule. Vous pouvez écrire vos questions, levez la main que j'ouvre votre micro. Ce sera, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a quand même un bon 7 minutes pour échanger, parce que c'était quand même beaucoup d'informations et super intéressant.
Vraiment, je pense que ça peut vraiment aider à mieux comprendre comment aborder toute cette question et la spécificité quand la femme est une femme immigrante. C'est vraiment assez intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que bon, je vous encouragerais à faire le sondage, à l'évaluation. Et puis, si vous pouvez lever la main, écrivez vos questions, je vais les lire pour Nadia. Si vous n'avez pas de micro, si vous avez le micro, vous pouvez lever la main, puis moi je vais ouvrir le micro. Ben, il semble que c'était super clair, Nadia. Si jamais il y a des questions, Mais en tout cas, moi, vous pouvez m'écrire par courriel, je vais l'écrire dans le commentaire. Si un processus de travail est quelque chose que vous voulez explorer plus en profondeur, qu'il y a des questions, c'est toujours une visite toujours les bienvenus. ouais. Moi, je trouvais ça très, très riche et très complexe aussi, mais ça montre la complexité. Il y a tellement de facteurs et d'éléments à prendre en compte dans la traite des femmes immigrantes et la grande vulnérabilité. Là, moi, j'entends ce que vous dites et j'imagine toute la pression psychologique et autres qui, en plus des traumatismes déjà de quitter son pays, d'être dans un autre pays, qui repose sur l'épaule de ces femmes, c'est intense. Ça, au niveau de l'intervention, ça ne doit pas être évident d'adresser tous les besoins de ces femmes-là. Au niveau de l'intervention, dans le projet Mettre en retraite du MCVI, on va élaborer l'année prochaine un programme d'intervention individuelle et l'année 3, ce sera un programme d'intervention de groupe pour les femmes immigrantes en tenant compte des aspects interculturels, en tenant compte des spécificités que les femmes migrantes peuvent vivre, en tenant compte de l'approche féministe, en tenant compte d'un processus de reprise de pouvoir et d'un processus de reprise de la capacité d'agir dans un nouveau pays, en tenant compte de tous les défis et les barrières d'adaptation liées à l'apprentissage de la langue, liées à l'installation, à l'adaptation, à tout ce qui concerne un nouveau pays. Alors, ça sent bien 2017-2018, intervention individuelle, 2018-2019, intervention du groupe, pour que par la suite, partager ça avec autres groupes participantes. On veut que ça part au-delà d'un CDI. Mmh. C'est super. Alors, mesdames, il y a une question. Il serait peut-être intéressant de bonifier avec un portrait statistique, pays de provenance, groupe d'âge, nombre de temps, moyen entre la passe et l'exploitation, nombre de temps avant de sortir de l'exploitation, etc. Donc voilà, oui, c'est un commentaire de Véronique Gagnon qui pense que ce serait intéressant de bonifier ça avec un portrait statistique. Merci pour ce commentaire. Ça sera vraiment, vraiment intéressant de pouvoir d'avoir accès à des données statistiques à ce sujet. Malheureusement, documenter ces aspects statistiques, c'est très difficile. Je ne sais pas s'il y a en ce moment des groupes qui font des recherches, mais ça sera vraiment intéressant d'avoir une collaboration avec des chercheuses qui peuvent explorer au niveau statistique la réalité. En effet, ce serait très intéressant et comme vous dites, ça prendrait quand même des moyens pour aller. Et au niveau de Statistique Canada, je sais qu'il y a un effort qui est fait pour avoir des chiffres, mais c'est pas donné à tout le monde d'y avoir accès souvent. Et puis, le côté clandestin de la chose aussi fait que c'est difficile des fois d'avoir un portrait. Nous, on peut parler des statistiques qu'on observe en CVI, mais c'est sûr que ce ne sont pas nécessairement des statistiques très représentatives au niveau du Canada, mais qui peut-être
pourrait être quelque part, avoir une certaine crédibilité au niveau de la population des femmes migrantes. Et bien sûr que ça demande un travail de recherche plus profond. Ce serait déjà une base. Si déjà vous pourriez bonifier avec ça. Voilà, il y a Véronique qui continue pour dire un groupe de recherche à Ottawa travaille beaucoup sur l'exploitation sexuelle et l'industrie du sexe. Est-ce que vous pourriez préciser, parce que ça nous intéresserait nous aussi de voir ça. Merci Véronique. Ce serait intéressant de le contacter. Vraiment, merci. Puis, je vous encouragerai à répondre à l'évaluation. C'est important, comme je vous disais. Bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci, mesdames, de vous avoir inscrit, d'exprimer la volonté et l'intérêt pour le sujet de la traite sexuelle des femmes migrantes. Merci. En tout cas, merci Nadia. C'était vraiment c'est super la présentation. C'était vraiment très riche et en tout cas, moi, j'ai beaucoup. Ça donne amène beaucoup de réflexion en fait au niveau de l'intervention. Enfin, de mon côté, c'est ce que ça a fait. Puis, on vous encourage à bonifier et à continuer avec l'outil. Puis, comme c'est dit, Nadia est prête à se déplacer. On aime CVI, en fond, est prête à se déplacer pour venir regarder plus en profondeur les aspects avec vous. Donc, c'est une opportunité. Vous pouvez, elle a mis son courriel, Nadia à commercial contre le viol.org, c'est ça? Puis, bon, voilà. Vous pouvez toujours laisser vos coordonnées à l'évaluation aussi. Je la transmettrai à Nadia. Ou m'écrire à Espace Vie. Bon, en tout cas, vous avez plein d'options. Et ben, je vous remercie. Et puis, n'oubliez pas que c'est un espace qui est pour vous. Si vous avez des recherches, des travaux, vous pouvez aussi venir les présenter ici. Qu'à nous écrire à Espace Vie, à commercial-laclé.org, et puis on va en discuter et puis voir la faisabilité de la chose. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Puis, au plaisir de vous revoir au prochain webinaire. Merci.